Imaginez une personne responsable de la mort de millions qui ne pouvait pas supporter la vue du sang. Adolf Hitler, le dictateur qui a déclenché la plus grande guerre de l'histoire, a essayé de rester aussi éloigné que possible de ses conséquences. Il a participé à la Première Guerre mondiale où il a été blessé, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il apparaissait presque jamais sur le front. Il évitait le front, visitait rarement les hôpitaux et essayait de ne pas rencontrer les soldats blessés. Il n'était pas présent lors des exécutions, bien qu'il ait personnellement donné des ordres pour celles-ci. Même dans les années 20, lorsque les Stormtroopers se livraient à des combats de rue, Adolf Hitler n'intervenait pas. Il portait un fouet en cuir et plus tard un pistolet, mais il n'a jamais utilisé son arme. Ses supporters considéraient cela comme un signe de sang-froid. Cependant, les véritables raisons pouvaient être tout à fait différentes. Après l'échec du coup d'État de la bière en 1923, Hitler a été emprisonné. Là, il est tombé dans une dépression sévère. Sa main gauche et sa jambe gauche ont commencé à trembler. Ces symptômes ressemblaient à ce que l'on connaît sous le nom de symptômes neurologiques fonctionnels. Son état mental était submergé par une anxiété constante et en conséquence, il a développé un tic nerveux. Pendant cette période, il menaçait tout le monde de suicide. Ces épisodes sont revenus chez Hitler plus tard, surtout après des chocs personnels et des échecs militaires. L'image du leader inébranlable s'est formée sur fond de véritables crises mentales, d'évitement de la responsabilité et de peur d'affronter les dures réalités de la guerre. Il menait des processus, mais ne faisait pas face aux conséquences de ses décisions. Mais pourquoi Hitler avait-il si peur du sang et de la douleur ? Et comment cela a-t-il influencé son traitement médical ? Amis, avant de poursuivre cette enquête, n'oubliez pas de soutenir cette vidéo en aimant et en vous abonnant, cela nous motive à réaliser des documentaires honnêtes. Et n'oubliez pas d'écrire votre âge dans les commentaires pour que nous comprenions mieux quel public nous regarde. Merci d'avance. Et nous continuons. Il a essayé de cacher sa faiblesse, mais les proches d'Hitler remarquaient tout. Il se retirait de plus en plus en lui-même et s'attachait plus fermement à ceux qui étaient de proches de lui. Surtout à Rudolf Hess, qui devint non seulement un membre du parti et un camarade, mais un véritable soutien. Adolf Hitler ne supportait pas la solitude. Il appelait ses secrétaires, invitait ses aides de camp, et toute personne pouvant combler son vide intérieur. Après la mort de sa nièce, Hitler changea sa routine quotidienne, son régime alimentaire, et devint obsédé par le contrôle de son corps. Selon les biographes, c'est alors que sa dépendance aux médicaments et aux rituels, qui lui donnaient une illusion de stabilité, s'intensifia. Mais quels étaient ces médicaments ? Qui et pourquoi ont-ils commencé à les introduire dans la routine quotidienne du Führer ? Cela sera discuté dans la suite de cette enquête. Hitler était l'homme qui donnait l'ordre de tuer, mais ne pouvait pas lui-même tirer. Fin juin 1934, Adolf Hitler commença à purger les hauts rangs de ses propres associés. Cela s'appelait la Nuit des longs couteaux, une opération visant à éliminer les dirigeants de la SA. Ils étaient la branche paramilitaire du parti nazi, créée pour protéger les réunions et réprimer l'opposition. Les membres de la SA portaient des uniformes bruns et étaient connus pour leur brutalité. Cependant, après leur arrivée au pouvoir, ils commencèrent à s'ingérer. Ils exigeaient des réformes et rêvaient de fusionner avec l'armée et surtout, ils devinrent une force extrêmement influente. Formellement, l'opération pour arrêter les Stormtroopers a été menée pour prévenir une mutinerie imminente. Mais en réalité, pour éliminer les concurrents et renforcer le pouvoir d'Adolf Hitler. Le prétexte était supposément un coup d'État imminent, mais aucune preuve n'a jamais été fournie. La répression fut soudaine et rapide, et après son achèvement, le Parlement allemand a adopté une loi justifiant pleinement les actions de Hitler comme nécessaires à la protection de l'État. Le Führer est personnellement venu arrêter le chef des Stormtroopers, Ernst Röhm. Cependant, selon des témoins oculaires, il n'a même pas osé parler à Röhm.
Il est parti silencieusement et a donné l'ordre d'arrestation par l'intermédiaire d'autres. Ernst Röhm a été exécuté 2 jours plus tard après avoir refusé de se suicider. Parmi ceux éliminés, il y avait non seulement des Stormtroopers, mais aussi d'anciens opposants politiques que Hitler voulait depuis longtemps éliminer. L'exécution impliquait des combattants de la SS, et les actions ont été personnellement coordonnées par Heinrich Himmler. Mais le Führer n'était pas présent lors de l'une des assassinats. Pendant la guerre, une situation similaire se répétait. Hitler était rarement sur le front, ne visitait pas les hôpitaux et n'apparaissait pas parmi les blessés. Il ne supportait pas les rapports de perte. Le quartier général interdisait des mots comme « blessure »,« retraite »,« défaite ». Les généraux choisissaient soigneusement leurs mots pour éviter de provoquer sa crise. Cette anxiété se manifestait également dans la vie quotidienne. Hitler ne supportait pas la douleur, ne se laissait pas toucher sans avertissement, craignait les infections et évitait les odeurs fortes. La peur de perdre le contrôle devenait sa principale phobie. Par conséquent, il gérait sa routine quotidienne, son alimentation et surveillait son corps lui-même. Le Führer essayait de ne pas regarder les images du front et tenait éloignés de lui les médecins inconnus. La cruauté de ses décisions était combinée à une anxiété presque enfantine. Il se cachait derrière des rituels, des chiffres et des rapports parce que la réalité était trop douloureuse. À partir de ce moment, un nouveau chapitre de la vie d'Adolf Hitler a commencé. Prise constante de médicaments, analgésiques, stimulants, médicaments pour les spasmes intestinaux et gouttes pour la tension artérielle. Et surtout, Hitler a obtenu son médecin personnel qui est devenu essentiel dans sa routine quotidienne. Mais qui était-il et quel rôle a-t-il joué dans le cercle proche du Führer ? Nous vous en dirons plus à ce sujet prochainement. Le 20 juillet 1944, une forte explosion a retenti au quartier général de la Tanière du Loup. La bombe avait été plantée par des officiers de la Wehrmacht. Hitler a survécu, mais tout a changé après cette explosion. Il a subi de légères blessures, brûlures, commotion cérébrale et perte partielle de l'audition. Les premiers jours après la tentative d'assassinat ont été accompagnés d'une poussée inattendue de force. Hitler a reçu des félicitations, parlant d'un signe du destin. Les médecins ont remarqué que le tremblement dans la main du Führer avait disparu, que son ton s'était amélioré et qu'il était devenu visiblement plus joyeux et actif. Mais cet état n'a duré que très peu de temps. 2 semaines plus tard, le tremblement de la main est revenu et est devenu constant. L'insomnie, une anxiété sévère et des accès d'irritabilité sont apparus. Il se plaignait de bourdonnements dans les oreilles, de problèmes de coordination et de douleurs d'estomac fréquentes. Parfois, de lourdeurs thoraciques et de brusques variations de la pression artérielle. Au quartier général, il était interdit de parler de l'état du Führer. Même le mot « fatigue » était évité en présence d'Adolf Hitler. Selon les neurologues modernes, certains symptômes avaient une nature psychosomatique. Cela signifie qu'ils étaient causés non pas tant par une explosion, mais par la réaction du corps au stress. L'anxiété, l'épuisement et la peur accumulées au fil des années. Les neurologues modernes pensent que les tremblements des mains et les problèmes de coordination pourraient avoir été les premiers signes de la maladie de Parkinson. Ce trouble neurologique détruit les cellules du cerveau responsables du mouvement, de la parole et de la régulation émotionnelle. Des problèmes d'intestin, de pression artérielle et d'insomnie sont également des symptômes possibles de cette maladie. Un article dans la revue European Neurology indique qu'à la fin de la guerre, Hitler présentait le tableau classique du parkinsonisme post-encéphalitique, lorsque la maladie survient après des infections graves ou des stress. Adolf Hitler est devenu complètement dépendant des médecins. Le contrôle du corps du Führer a été transféré à une personne qui, à partir de ce moment, administrait quotidiennement des médicaments, faisait des injections et régulait son alimentation. Cette personne était Théodore Gilbert Morel.
Il est venu auprès du Führer, non en tant que médecin militaire, mais en tant que vénéréologue, avec une réputation très contestable. Mais en quelques semaines, il est devenu indispensable. Morel ne se contentait pas de traiter, il créait des emplois du temps quotidiens, sélectionnait des régimes alimentaires et influençait directement le bien-être et l'humeur du Führer. Chaque jour, injection, pilule, goutte, tonique. Chaque symptôme, une raison pour un nouveau médicament. Ainsi a commencé la dépendance la plus dangereuse de la vie du Führer. Morel a rapidement compris. Le Führer a terriblement peur de la douleur, de la fatigue et de la faiblesse. Et cela signifiait qu'il devait toujours être maintenu en état de fonctionnement. Il a commencé avec des compléments sans danger, mais a rapidement ajouté des stimulants puissants. Les mélanges étaient préparés par le docteur Hitler dans son laboratoire personnel. La qualité et la sécurité des médicaments n'étaient pas testées, l'essentiel étant que Adolf Hitler ressente l'effet. Cela a conduit à un calendrier d'injection. Le matin, pour donner de l'énergie, et le soir, des sédatifs. Selon les souvenirs des assistants, Morel pouvait administrer jusqu'à 10 médicaments différents en une journée. L'un des médicaments les plus connus administrés au Führer était le Pervitin. C'est un stimulant puissant, un proche parent de la méthamphétamine. Il provoquait une montée d'énergie et de confiance, mais avec une utilisation prolongée, il provoquait de l'agressivité, de la paranoïa et des crises nerveuses. Parmi les autres médicaments figuraient des gouttes de cocaïne, des barbituriques et même des extraits de glandes animales, comme stimulants de la libido et de l'énergie. Selon certaines estimations, Morel administrait parfois au Führer jusqu'à 28 composés différents. Et aucun d'eux n'était soumis à des tests officiels. En conséquence, Adolf Hitler a perdu la capacité de percevoir adéquatement les signaux de son corps. Il ne ressentait pas la fatigue, ne réagissait pas à la douleur et ne dormait souvent pas pendant 2 jours. Morel est devenu une partie de sa routine. Sans injection, le Führer ne pouvait pas commencer sa journée. Les autres médecins ont été renvoyés, et toute tentative de critiquer le médecin personnel de Hitler était perçue comme une trahison. Morel n'obéissait formellement à personne dans le personnel, et c'est précisément pour cette raison qu'il est devenu plus influent que la plupart des officiers allemands proches du Führer. Ce n'était pas simplement une expérience médicale. La dépendance aux médecins est devenue un facteur de gestion politique. Lorsque la santé dicte la politique nationale, les décisions du leader cessent d'être rationnelles. Et cela était évident à tous les niveaux. Par exemple, les décisions concernant les offensives des troupes allemandes étaient de prise les jours où le Führer se sentait énergique, et les réunions diplomatiques importantes uniquement lors de périodes de relèvement émotionnel. À partir de ce moment, l'état psychologique et émotionnel du Führer déterminait toute l'agenda du Troisième Reich. Il ne sortait plus dans la lumière. Après la tentative d'assassinat en juillet 1944, Hitler s'est finalement isolé dans des chambres souterraines. Les volets de sa résidence étaient de plus en plus souvent fermés. Il évitait les personnes qui ne faisaient pas partie de son cercle immédiat. Lorsqu'il a déménagé dans le Führerbunker sous Berlin, toute communication était limitée à ses officiers de sécurité, secrétaires et médecins personnels. Le Führer avait très peur d'être empoisonné. Par conséquent, les repas étaient souvent préparés sous sa surveillance étroite, et l'eau était apportée de son puits personnel. Hitler ne faisait plus confiance même à ses interlocuteurs. Il les écoutait mais ne leur regardait pas dans les yeux. L'éclairage dans ses chambres était tamisé. Il dormait à peine la nuit et se réveillait plus tard dans la matinée. Les promenades régulières en plein air étaient annulées. Le Führer pouvait passer des semaines sans quitter la maison. Sans promenade et avec une activité physique minimale, le corps d'Hitler commença à faiblir de manière notable. Son visage prit une teinte grisâtre et sa peau devint fine. Le Führer souffrait de jaunisse. Il commença à avoir des problèmes intestinaux plus fréquents et des tremblements dans ses membres reprirent. Il se mit à se courber et perdit peu à peu sa coordination habituelle.
Selon des témoignages contemporains, Hitler cachait souvent ses mains derrière son dos pour dissimuler son tremblement. Mais même dans un état aussi grave, le Führer continuait à recevoir des invités, s'accrochant au bord de la table. Sa connexion à la réalité s'affaiblissait. Les journaux quotidiens remplaçaient les rapports opérationnels des officiers. Le docteur Morel devint non seulement un médecin personnel, il était un filtre d'information. Il lisait les journaux pour le Führer lui-même, rapportant sur le front en ne sélectionnant que les détails prometteurs. Pendant cette période, les rumeurs s'intensifièrent concernant un conflit entre Morel et d'autres officiers allemands, notamment Heinrich Himmler et Karl Brandt. Ils accusèrent Morel de charlatanisme et cherchèrent à faire retirer Hitler. Mais le Führer était catégorique. Seul Morel savait ce qui le maintenait en ligne. De plus en plus souvent, Hitler passait toute la journée de travail au lit, avec des cartes, des journaux et son médecin personnel à proximité. Mais à quoi ressemblait la fin de ce régime d'isolement? Et comment s'est conclue la saga médicale? Découvrez-le dans la suite de notre vidéo. Lors de la dernière réunion enregistrée, il tenait la table par le bord. Ses mains tremblaient, son dos était courbé, son visage était émacié et son regard était errant. Au moment du tournage, il n'avait pas encore 60 ans. Selon des témoins oculaires, Adolf Hitler ressemblait à un vieil homme fragile. Il entendait à peine, ne lisait pas les documents et ne reconnaissait pas les gens au premier coup d'œil. Son discours devenait incohérent et ses ordres étaient absurdes. Les généraux ne discutaient plus avec le Führer. Ils attendaient simplement qu'il termine son monologue, puis agissaient de leur propre chef. Morel a essayé de poursuivre le traitement, mais cela n'avait plus aucun effet. Dans les dernières semaines, il a connu des fluctuations constantes de la pression artérielle, des nausées et de l'insomnie. Le médecin a injecté au Führer le dernier cocktail de médicaments et de drogues, puis il a fui pour toujours du bunker souterrain. Sans lui, des défaillances constantes ont commencé. Hitler a pris les médicaments restants sans dosage précis. Selon les témoins oculaires, il ne comprenait pas toujours quelle pilule il prenait et pourquoi. Il était secoué par des accès de rage. Il criait que tout le monde autour de lui était un traître. Les derniers ordres du chef concernaient les armées allemandes, qui n'existaient plus. Le 29 avril 1945, Hitler a signé un testament politique. Le lendemain, selon ses proches collaborateurs, il s'est suicidé. Le corps d'Adolf Hitler et celui d'Eva Braun ont été brûlés selon ses ordres. Il n'y a pas eu de certificat de décès officiel. Les avocats l'ont confirmé seulement 10 ans plus tard. Pendant tout ce temps, la direction soviétique a insisté sur le fait qu'Adolf Hitler n'était pas mort, mais s'était échappé du bunker. Adolf Hitler n'avait pas de condition psychiatrique officiellement diagnostiquée, mais ses antécédents médicaux illustrent comment le pouvoir, la peur et la dépendance peuvent détruire une personne de l'intérieur. De l'anxiété et de l'insomnie, il est descendu dans une déconnexion totale de la réalité. Des stimulants et des injections, au refus de nourriture et à l'effondrement médicamenteux. Le médecin personnel Morel a peut-être prolongé l'activité politique d'Hitler. Mais il l'a fait au détriment de la santé, de la pensée critique et de la volonté d'Hitler. Le corps d'Adolf Hitler est devenu un terrain d'expérimentation pour des expériences chimiques. Et les décisions qui ont affecté le destin de millions ont été des réactions du corps à des drogues puissantes. L'histoire médicale du dictateur n'est pas seulement la biographie d'une personne, c'est un miroir d'une époque où la peur est devenue la norme et où la réalité était contrôlée par la dose. Dans cette vidéo, nous avons étudié non seulement les diagnostics d'Adolf Hitler, mais aussi le mécanisme par lequel une personne anxieuse, malade et vulnérable est arrivée au pouvoir, et comment la peur de sa propre douleur s'est avérée plus forte que la compassion pour les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez la vidéo et dites-nous quelle partie de notre enquête vous a le plus surpris.
N'oubliez pas de regarder d'autres vidéos sur notre chaîne consacrée à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Bonne journée et bonne chance.